Donc l'objectif de notre rencontre, c'est d'abord la connaissance de soi, ensuite la connaissance de l'être humain en général, ensuite de saisir quelles sont les choses qu'il faut améliorer dans notre existence pour pratiquer ce leadership vertueux, prendre quelques petites décisions importantes dans notre vie et savoir un petit peu aussi comment aider les autres à se développer. Donc le leadership vertueux, on va beaucoup en parler, vous voyez, c'est quelque chose qui est directement lié à l'éducation. Vous me direz pourquoi est-ce que vous, les éducateurs, vous vous intéressez au leadership? Et en réalité, vous avez l'intuition, très bonne intuition, que l'essence même du leadership, c'est l'éducation. Moi, j'enseigne partout dans le monde, surtout aux hommes d'affaires, aux militaires, aux enseignants, aux éducateurs, et je leur dis à tous la même chose. Pratiquement la même chose. Parce que le leadership, ce n'est pas du management. C'est une autre science. Le management, c'est la science qui consiste à faire avancer les choses. On a besoin de managers parce qu'il y a un certain nombre de choses dans la vie qu'il faut faire avancer. Et ça, c'est les managers, c'est les gens qui savent comment on fait avancer les choses. Comment on réalise des projets, comment on fixe des objectifs et on les atteint. Ça, c'est du management. Le leadership, c'est faire avancer les hommes et les femmes. C'est l'éducation. Comment on transforme les personnes. Comment on les fait rêver. Comment on transforme leurs rêves en mission. Comment on les aide à découvrir leurs talents. Comment on les aide à multiplier ces talents, à les mettre au service de la communauté, au service du bien commun, au service du pays, au service du monde entier. Comment on fait grandir? Le leadership consiste fondamentalement à faire grandir les personnes. Je dis toujours que ma définition du leadership, c'est grandir en faisant grandir les autres. Grandeur et service. Voilà ce dont on va parler durant ces jours, c'est comment on réalise la grandeur de notre vie personnelle et comment on sert nos étudiants, nos enfants, nos employés, nos écoliers, nos collègues, en les aidant eux-mêmes à devenir des leaders vertueux. Quelques mots sur moi-même, d'où est-ce que je viens. Moi, je suis né à Paris, donc je suis français, non pas seulement parce que je suis né à Paris, mais aussi parce que j'ai une grand-mère française, Madeleine, fille d'un général de l'armée française. Une grand-mère extraordinaire, de laquelle j'ai reçu beaucoup de choses, Madeleine Ducranc. J'ai un grand-père géorgien du Caucase, qui s'est évadé de l'Union soviétique en 1926. Il s'est évadé du bolchevisme et qui s'est réfugié en France. Et en France, il a épousé Madeleine. Et lui, il s'appelait Archil. C'est pas un nom très français, hein, mais c'est un nom bien géorgien, bien caucasien. Et puis j'ai deux grands-parents qui aussi ont fui l'Union soviétique. Ils ont fui, ce n'était pas encore l'Union soviétique à l'époque, c'était la Russie bolchevique, 1919 et 1920, Saint-Pétersbourg, et qui se sont réfugiés en France parce que la France, c'était la deuxième patrie des Russes. Et ça l'est encore d'ailleurs. Et ils se sont tous réfugiés en France, ils se sont connus en France, ils se sont mariés en France, ma grand-mère Nina et mon grand-père Pavel. J'ai reçu beaucoup de ces personnes, j'ai une éducation multiculturelle, française, géorgienne, russe. J'ai fait mes études de droit à Paris, j'ai travaillé comme avocat à Paris et à Strasbourg. Et en 1989, je suis parti en Finlande. Et j'ai vécu en Finlande 18 ans et 24 jours. En Finlande, on compte les jours et les nuits. Surtout les nuits d'ailleurs. Il fait nuit actuellement, encore, à cette heure-ci de la journée en Finlande. À 11h, il fait jour. Et puis, on apprend beaucoup de choses en Finlande, parce que dans la nuit, on découvre des choses extraordinaires. Dans la nuit, Céline, Voyage au bout de la nuit.
Dans la nuit, on découvre des choses extraordinaires, sur soi-même, sur les autres et sur la France. Et j'ai vécu 18 ans en Finlande et j'ai travaillé comme avocat au départ, quelques années, et ensuite un de mes amis m'a invité à donner des cours à l'université, des cours sur l'histoire de l'intégration européenne. C'était censé être un cours plutôt de droit, mais moi j'en ai fait un cours d'histoire et surtout une anthropologie. J'ai fait une analyse des fondateurs de l'Union européenne, une analyse de Robert Schuman, de Jean Monnet, Alcide De Gasperi et Konrad Adenauer. J'ai passé des heures entières à parler avec mes étudiants de ces personnes qui ont été les fondateurs de l'Union européenne. Je ne suis pas ici pour vous parler de l'Union européenne, je ne suis pas un fan de l'Union européenne, je suis un fan des fondateurs de l'Union européenne, qui étaient des personnes tout à fait extraordinaires. Ce qu'on a fait avec l'Union européenne ensuite, ça c'est un autre problème. Mais ce que eux voulaient faire et ce qu'ils ont créé au départ, et ce genre de... les personnes, la personnalité qui était représentée dans leur vie, est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et donc je parlais beaucoup avec mes étudiants de ces personnes, qui avaient beaucoup souffert. Tous ont souffert. Schuman était en prison par les nazis. Konrad Adenauer a été expulsé de Cologne par Hitler. Alcide De Gasperi a été mis en prison par Mussolini. Il s'est réfugié au Vatican. En plusieurs années, il ne pouvait pas sortir. C'est des gens qui ont souffert et qui avaient une vision de la vie très réaliste. Et je considère que ces gens étaient vraiment des leaders, du moins les trois que je viens de mentionner. Et je me suis rendu compte que mes étudiants étaient beaucoup plus intéressés, beaucoup plus fascinés par les êtres humains que par le droit. Les êtres humains les fascinaient et ils me posaient des questions extraordinaires. J'avais des étudiants de différentes facultés et les questions qu'ils me posaient étaient des questions d'ordre anthropologique finalement, du type finalement c'est qui ces gens? D'où est-ce qu'ils viennent? Qui les a formés? Qui les a éduqués? Pourquoi ils ont ces valeurs? Et surtout, pourquoi ils arrivent à mettre en pratique les valeurs qu'ils ont? Pourquoi ce sont des doers? Pourquoi ce sont des hommes d'action? À la différence d'autres qui ont rêvé mais qui n'ont jamais rien fait. Comment on devient une personne comme ça? La grosse question que me posaient mes étudiants était fondamentalement celle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir une personne comme ça? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'université n'éduque pas. Elle n'éduque pas les gens, elle vend de l'information. Donc mes étudiants payaient pour recevoir de l'information, mais pas de la formation. Il y avait l'université d'Helsinki, comme dans la grande majorité des universités mondiales aujourd'hui, et pas d'éducation. Il y a ce qu'on appelle de l'information qu'on achète. Et je sentais que mes étudiants me demandaient « Toi, Alexandre, comme tu nous parles de ces gens-là, tu as une certaine idée d'un certain nombre de choses dont on ne parle pas à l'université. » Et donc, en gros, c'était « éduque-nous ». Le mot educare, comme vous le savez aussi mieux que moi, le latin educare vient d'un autre mot latin, educere. Educere, c'est un mot très expressif. Hein. Educere, ça veut dire faire sortir. Educere, c'est faire sortir. Faire sortir quoi? Faire sortir ce qu'il y a de mieux dans chaque personne. C'est en ça que consiste l'éducation. Consiste à faire sortir dans chaque personne ce qu'il y a de mieux en elle. Et malheureusement, l'université ne fait pas ce travail. Ce qu'elle fait, l'université, fondamentalement, c'est qu'elle donne des informations, elle bourre le crâne d'informations les personnes, mais elle n'éduque pas. Et donc mes étudiants étaient là en train de me dire « éduque-nous » d'une certaine manière. C'est-à-dire, apprends-nous à nous découvrir nous-mêmes, à savoir qui on est, à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on découvre notre propre talent et qu'on devienne des personnes efficaces dans l'existence, qui puissent trouver un sens à leur existence. Et donc j'ai décidé d'abandonner mon métier de juriste. Donc j'ai abandonné mon métier de juriste et j'ai décidé de me lancer dans ce que je fais aujourd'hui depuis 15 ans déjà. Depuis 15 ans, j'ai écrit ce premier livre, Le leadership vertueux, qui est d'abord sorti aux États-Unis, à New York en 2007, mais qui a été traduit très rapidement en une vingtaine de langues. Et après, un peu plus tard, en 2011, créé pour la grandeur, qui est un complément de ce premier livre, qui a été publié en 2011 et qui a été traduit aussi en plus d'une dizaine de langues. Et assez rapidement, j'ai enseigné et je me suis rendu compte que les gens
aussi bien les Nordiques, les Finlandais, les Suédois, les Polonais, que les Russes, les Américains, les Européens, les Africains, les Chinois. Tout le monde s'intéresse au leadership vertueux parce qu'on parle de la nature humaine. C'est-à-dire qu'on parle de choses qui concernent tout le monde. Ce n'est pas une idéologie. Ce dont nous allons parler aujourd'hui et demain, ce n'est pas une idéologie. On parle de la nature humaine. Donc on parle de vous et moi comme on parle des Chinois et des Africains. On va parler de ce qu'est réellement cette nature humaine qui, malheureusement, aujourd'hui est en danger. Elle est en danger parce qu'il y a un courant idéologique très fort qui s'est développé il y a pas mal d'années, qui consiste à nier l'existence de la nature humaine. C'est un fait qu'il y a une nature humaine, c'est un fait. Sinon, les Chinois, ils ne sauraient pas comment traduire mes livres. Et ils les traduisent très facilement, tout aussi facilement qu'on peut les traduire en russe ou en polonais ou en français. Donc, ils ont le vocabulaire. Parce qu'il y a une nature humaine chinoise qui est la même nature humaine que la nature humaine française. On est tous des hommes et des femmes. Et c'est une réalité. Il y a un courant mondial contre l'idée de nature. On dit que la nature humaine, c'est une illusion. Il y a un philosophe qui s'appelait More, qui dit qu'il parle de l'illusion naturaliste. Vous voyez, pour lui, c'est une illusion, la nature humaine. Elisabeth Badinter, elle ira encore plus loin. Elle dira, bon, il faut que les hommes engendrent des enfants, il faut que... Enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a une vision de cette nature qui est aujourd'hui grotesque. On dit qu'il n'y a plus de nature humaine et que chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus que des sujets pensants. Il n'y a plus que des sujets pensants. Donc on n'a plus rien en commun, vous et moi. Donc on ne peut même pas communiquer. Et donc l'objectif de la vie, c'est laisse-moi tranquille. Ne me touche pas. Et moi, je ne te toucherai pas. Puisqu'on est tellement différents, on n'a pas de nature humaine, on n'a rien en commun. On n'a rien en commun. Chacun est un être pensant, un sujet pensant, et donc on ne peut plus communiquer. Bien sûr, si tu pousses ça jusqu'au bout, on arrive à des catastrophes. Il y a toute la logique, la logique s'effondre, et il n'y a plus de communication possible entre les êtres humains. C'est l'individualisme poussé à son maximum. L'individualisme poussé à son maximum, c'est un individualisme qui nie complètement les principes mêmes, les principes de la nature humaine. Donc nous, on va beaucoup parler de la nature humaine, ce qui veut dire qu'il faut, et je suppose fondamentalement que ceux qui sont ici, dans cette audience aujourd'hui, croient qu'il y a une chose qu'est la nature humaine, que ça existe. Parce que si on n'est pas convaincu qu'il existe la nature humaine, ça n'a aucun sens d'être ici aujourd'hui avec moi. C'est la base de tout, il faut croire que ça existe et que c'est une donnée qu'il faut respecter, qu'il faut découvrir et qu'il faut apprendre à aimer. Parce que sinon, on ne peut pas se réaliser en tant qu'être humain si on va contre sa nature. Et j'ai commencé donc à enseigner tout ça, et partout, le business, l'armée, l'enseignement, 3 grands domaines dans lesquels j'enseigne. Et puis je suis parti à Moscou il y a une dizaine d'années, donc ça fait 10 ans maintenant que je suis retourné à l'endroit où habitaient mes grands-parents paternels, et j'enseigne beaucoup à Moscou, j'ai mon propre institut de leadership vertueux, j'enseigne dans toutes les universités pratiquement à Moscou, Saint-Pétersbourg, et puis j'ai un nombre d'étudiants, un très grand nombre d'étudiants qui viennent me voir toutes les semaines, tous les mois, on a des sessions de leadership, et on avance, et on avance.